Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 14 mai 2026 et notre cher ami, notre frère Alex Kreiner est avec nous. Bienvenue à nouveau, Alex. Ravi de te retrouver, Nima, et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Je vais commencer, Alex, par la visite de Donald Trump en Chine. Je pense que c'est un moment vraiment important à bien des égards, sur le plan économique, mais aussi par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, en Ukraine, et plus largement pour la vision d'ensemble. Les deux grandes puissances qui se rencontrent, qui discutent et qui décident de ce que sera l'avenir. Est-ce qu'elles vont coopérer ou est-ce qu'elles vont s'affronter? C'est la grande question que se posent aujourd'hui les Chinois. Est-ce que les États-Unis vont d'une manière ou d'une autre chercher à établir un partenariat ou à redéfinir leurs relations? Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est plutôt une forme de confrontation, en Ukraine, au Moyen-Orient, au Venezuela. Et voici ce qu'elle a dit à propos de ce qui s'est passé jusqu'ici. Aujourd'hui, le président Trump et moi avons eu des échanges approfondis sur les relations entre la Chine et les États-Unis, ainsi que sur la situation internationale et régionale. Nous pensons tous les deux que la relation entre la Chine et les États-Unis est la plus importante relation bilatérale au monde. Nous devons la faire fonctionner et ne jamais la compromettre. La Chine, comme les États-Unis, ont tout à gagner à coopérer et tout à perdre en cas de confrontation. Nos deux pays devraient être des partenaires, pas des rivaux. Le président Trump et moi sommes également convenus de construire une relation sino-américaine constructive fondée sur la stabilité stratégique afin de promouvoir un développement régulier, sain et durable de nos relations et d'apporter davantage de paix, de prospérité et de progrès au monde. Et voici Donald Trump. Et Président Xi, merci pour cet accueil magnifique. Ce soir, j'ai l'honneur de vous inviter, vous et Madame Peng, à venir nous rendre visite à la Maison-Blanche le 24 septembre prochain. Nous avons vraiment hâte de vous y accueillir. Je voudrais maintenant lever mon verre et porter un toast au lien profond et durable entre le peuple américain et le peuple chinois. C'est une relation très particulière et je tiens à vous remercier encore une fois. Cette période a été vraiment exceptionnelle. Je pense, Alex, que sur ce point, on a une déclaration officielle de la Maison-Blanche à propos des discussions entre Trump et Xi jusqu'à présent. Elle indique que la Maison-Blanche a qualifié la rencontre entre les deux présidents de bonne réunion. Les discussions ont porté sur un renforcement de la coopération économique et sur l'accès des entreprises américaines au marché chinois, avec un engagement de la Chine à augmenter ses achats de produits agricoles américains. Les deux parties sont convenues que le détroit d'Ormuz doit rester ouvert pour l'approvisionnement énergétique mondial, et Xi s'est opposé à toute militarisation du détroit. Il a aussi exprimé son intérêt pour l'achat de davantage de pétrole américain. Et sur la question de l'Iran, les États-Unis et la Chine ont adopté une position commune. L'Iran ne doit pas se doter de l'arme nucléaire. En gros, ce que Donald Trump voulait obtenir sur ce dossier, eh bien, disons que, sur ce point, personne ne semble en désaccord avec cette déclaration. Tout le monde veut rouvrir le détroit d'Ormuz. Et quand on parle de la militarisation du détroit, en gros, on a un blocus, soit américain, soit iranien. Quelle est, selon vous, la situation actuelle du conflit au Moyen-Orient? Parce que Donald Trump, on sait ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, et on sait ce qu'il veut. Vous voyez, il ne veut pas de cette situation, parce qu'à mon avis, il devient de plus en plus désespéré à propos du détroit d'Ormuz. Et Xi le sait, Donald Trump le sait, le Japon le sait, la Corée du Sud aussi, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Qu'en pensez-vous?
What do you make of it? Je pense que, d'abord, tout ça est très encourageant. Et je crois que cette rencontre est sans doute la plus importante de l'année, au moins jusqu'à septembre, je dirais. D'après ce que j'ai compris, quand Trump quittera la Chine très bientôt, Vladimir Poutine va lui aussi se rendre en Chine. Donc, à mon avis, c'est une sorte de travail diplomatique pour faire évoluer le monde vers un nouveau système de gouvernance, vers une architecture multipolaire. Et je pense que, pour les États-Unis, c'est tout à fait logique. Comme l'a dit Xi Jinping, les deux parties ont tout à gagner à coopérer et tout à perdre à s'affronter. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Mais tu sais, Nima, je disais en gros la même chose à propos de l'Iran. Si les États-Unis prenaient le parti d'Israël et attaquaient l'Iran, il n'y aurait que des conséquences négatives, aucun avantage dans toute cette histoire. Alors qu'une coopération constructive avec l'Iran, là, il y aurait beaucoup à y gagner, des deux côtés. Donc je pensais évidemment qu'aucune personne raisonnable n'irait faire la guerre aux côtés d'Israël. Israël n'est qu'un fardeau pour les États-Unis, et d'ailleurs pour une bonne partie du reste du monde, alors qu'une coopération constructive profite à tout le monde. Mais tu vois, je me trompais, parce que Trump, lui, a bel et bien mené une guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël. Donc, quelles que soient les conclusions de ces discussions, il faudra voir si Trump est même capable de respecter le moindre engagement. Et honnêtement, je ne sais vraiment pas quoi penser de tout ça. Parce que tu vois, encore une fois, Trump a surpris tout le monde en attaquant l'Iran. Même des gens très proches de lui, qui pensaient le connaître, comme Tucker Carlson par exemple. Des gens qui croyaient qu'il comprenait parfaitement à quel point ce serait idiot d'attaquer l'Iran, quel risque ça comportait, et que ceux qui le poussaient à le faire étaient en réalité ses ennemis. Mais il l'a fait quand même. Alors je reviens à cette question. Qui est vraiment aux commandes? Qui prend les décisions, au bout du compte? Et puis tu vois, juste hier, Fox News a rapporté que la CIA avait perquisitionné les bureaux de Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard Tulsi Gabbard est la directrice du renseignement national, donc c'est leur supérieur. C'est elle la patronne du chef de la CIA, Radcliffe. Alors, comment la CIA peut-elle faire une descente dans les bureaux du DNI? Et apparemment, ils ont saisi des dossiers liés à MKUltra et à l'assassinat de JFK. Bon, d'accord, c'est ce que Fox News a rapporté. Ce n'est pas forcément une version exacte, mais il s'est bien passé quelque chose. La CIA a effectivement pris un paquet de documents au DNI, et apparemment, c'était pas ce que Tulsi Gabbard voulait. Donc, ça s'est fait contre sa volonté, ce qui montre qu'il se passe quelque chose de très très étrange aux États-Unis, où les structures légitimes du pouvoir ne semblent plus vraiment être aux commandes. On le voit aussi dans l'élection au Congrès de Thomas Massie. Il est très populaire auprès de ses électeurs. Ils veulent le réélire. Mais il est opposé par 3 milliardaires sionistes. Et puis, d'après le dernier sondage, on avait encore cette situation où, vous voyez, le soutien à Massie était ici celui de son adversaire là. Et tout à coup, juste quelques jours avant l'élection, boum, on a une inversion soudaine. Moi, j'ai passé ma carrière professionnelle à étudier les tendances, surtout les tendances de marché. Mais bon, les marchés, c'est juste une des formes que prennent les tendances sociales. Ça n'arrive pas. C'est impossible. Les tendances, vous savez, pour qu'un événement d'une telle ampleur se produise, il faut du temps. Et là, on aurait eu, enfin sans entrer dans les détails des dynamiques sociales, mais en gros, une inversion de cette taille-là, ça se fait sur plusieurs mois, pas du jour au lendemain. Donc c'est évidemment une fraude.
C'est manifestement fabriqué d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui fait, ni qui est derrière tout ça, mais on voit bien que ce sont des intérêts sionistes. Et on voit aussi que, si on revient à la Chine a pris une position clairement hostile vis-à-vis d'Israël. Et je pense que la compréhension générale, c'est qu'Israël et les intérêts israéliens ont entraîné Trump dans la guerre contre l'Iran. Donc, je pense que c'est ça qui contamine tout le travail. Tout ce qui a été dit entre Trump et Xi Jinping a un sens complet et cohérent. Et c'est même en ligne avec ce qu'on avait entendu de l'administration au tout début, juste après leur élection, quand ils disaient que l'ordre mondial d'après-guerre était dépassé, qu'il avait été utilisé comme une arme contre les États-Unis. La nouvelle réalité, disait-il, c'est un ordre mondial multipolaire, et nous avons l'intention d'y adhérer. Ça veut dire entretenir des relations constructives avec d'autres partenaires mondiaux, comme la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres encore. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Et je pense que ces mêmes intérêts, ceux qui s'en prennent à Thomas Massie, qui ont peut-être, vous savez, perquisitionné le bureau de Tulsi Gabbard, qui ont poussé Trump à attaquer l'Iran, pourraient aussi compromettre des relations constructives entre les États-Unis et la Chine. Je pense qu'il faudra laisser du temps pour voir comment tout ça évolue. À mon avis, les intérêts économiques, commerciaux, politiques, tout va dans la même direction, et c'est évident. Mais j'aurais pu vous dire exactement la même chose à propos des relations entre les États-Unis et l'Iran. Et pourtant, on a vu la guerre. Donc vous voyez, pour l'Iran, il y a Israël. Pour la Chine, il y a Taïwan. Et vous savez, on pourrait très bien voir à un moment donné dans le futur que les États-Unis essaient d'une manière ou d'une autre de déstabiliser la Chine en passant par Taïwan. Mais je pense que le temps joue contre ce genre de manœuvre. Ce système impérial, néocolonial, de gouvernance devient de plus en plus faible. Et l'approche plus raisonnable, celle dont on parle ouvertement aujourd'hui, gagne en crédibilité, elle gagne en influence, et j'espère qu'au final, c'est elle qui l'emportera. Quant à la situation avec l'Iran, je ne sais pas comment elle va se résoudre. Mais je pense qu'entre la Russie et la Chine, ils pourraient trouver une sortie honorable pour Trump. Et j'espère vraiment qu'ils le feront. Vous savez, la question la plus importante pour la Chine, c'est la situation avec Taïwan. Et ce qui est frappant, c'est que les États-Unis n'en ont même pas parlé dans leur déclaration. À mon avis, ce n'est pas bon signe, surtout avec le temps qui passe, parce qu'il aurait forcément dû y avoir quelque chose sur Taïwan dans ce texte, et ce n'est pas le cas. Le problème, Alex, c'est que je n'en sais rien. La guerre en Ukraine, puis celle au Moyen-Orient, montrent que les États-Unis ne seront pas capables de faire quoi que ce soit à Taïwan. Taïwan, c'est une île, et ils n'auront pas beaucoup de moyens d'action. Dans le cas de l'Iran, ils avaient beaucoup de bases dans les pays du Golfe, beaucoup d'influence. Ils avaient Israël dans la région, les Émirats arabes unis aussi. Ils disposaient de toutes ces bases. Mais Taïwan, c'est tout autre chose. Ça n'a rien de comparable. Franchement, je ne crois pas une seconde que la Corée du Sud ou le Japon iraient jusqu'à se suicider en s'opposant à la Chine pour aider les États-Unis, comme les pays du Golfe l'ont fait pendant le conflit entre l'Iran et les États-Unis. Oui, vous avez raison. Désolé. Vous avez raison. Et personne n'a vraiment envie d'aller faire la guerre à la Chine. Enfin, personne n'était très enthousiaste à l'idée de faire la guerre en Ukraine, ni à celle de faire la guerre contre l'Iran. Mais la guerre a quand même eu lieu. C'est-à-dire, bon, pas personne. Mais peut-être qu'Israël, oui. Peut-être qu'une frange d'extrême droite un peu folle de la classe politique ukrainienne voulait la guerre contre la Russie, et ainsi de suite.
Mais d'une manière ou d'une autre, ces intérêts qui nous maintiennent dans des guerres sans fin, à un moment donné, ils finissent par l'emporter. Et il faut comprendre comment ils y arrivent. How they end up prevailing, we have to understand that. And I genuinely don't understand it, and I don't think that very Et franchement, je ne comprends pas, et je pense que très peu de gens comprennent vraiment. Mais à mon avis, la façon dont la crise politique actuelle évolue montre qu'ils se dévoilent eux-mêmes. On voit déjà que oui, il y a un lien avec Israël, mais aussi avec le Foreign Office britannique, avec les néoconservateurs, et avec ces milliardaires sionistes aux États-Unis, on voit bien qu'ils ont une influence totalement disproportionnée sur les décisions politiques. Et je pense qu'il est absolument essentiel de leur résister. Ils ont aussi un pouvoir démesuré sur qui est élu au Congrès et qui ne l'est pas. Vous savez, la situation autour de Taïwan a été simulée dans tous les sens. Et les Américains savent très bien qu'ils n'ont aucune chance. Mais ils savaient aussi qu'ils n'avaient aucune chance face à l'Iran, et ils y sont allés quand même. Je pense que la raison, c'est que pour ces intérêts néocolonialistes en Occident, gagner la guerre n'a aucune importance. Ils sont prêts à épuiser leur propre pays hôte, jusqu'à la mort, juste pour avoir une chance de déstabiliser leur rival. Parce qu'ils n'ont pas besoin de vaincre la Chine militairement. Leur stratégie, c'est de déstabiliser les nations qu'ils visent, de faire passer leurs dirigeants pour incompétents, de les rendre impopulaires et d'essayer de pousser leur propre population à renverser le régime. Vous savez les scénarios de révolution de couleur qu'on a vus un peu partout. Je pense qu'ils ont perfectionné cette méthode d'ingénierie sociale au point d'être très sûrs d'eux. Et c'est pour ça qu'ils n'hésiteront pas à utiliser les États-Unis, le Japon, Singapour, les Philippines, l'Indonésie, l'Australie, tous ceux qui peuvent rallier à ce conflit pour lancer ce processus. Ensuite, ils agiront par la diplomatie secrète, le renseignement secret, les ONG, la pression médiatique, la pression sur le récit, pour tenter de renverser le régime. Et je pense que c'est pour cette raison qu'ils sont toujours prêts, sans hésitation, à se lancer dans des guerres dont ils savent pourtant qu'elles sont impossibles à gagner. Tu sais, pour eux, peu importe de gagner ou pas. Et en fait, ils ont raison, d'une certaine manière. Avant, je pensais qu'ils se fichaient complètement du nombre de morts. Mais maintenant, je crois qu'ils s'en soucient, oui, mais pas du tout comme on pourrait le penser. En réalité, ils veulent qu'il y ait beaucoup de morts, parce que ça réduit aussi les tensions sociales chez eux. Si tu fais disparaître une grande partie des hommes en âge de se battre dans ta société, tu diminues le risque de révolution ou de guerre civile à la maison. Donc je pense que, pour cette raison-là, ils veulent vraiment beaucoup de pertes, même dans leur propre rang. Concernant la position iranienne, Alex, je pense qu'il n'y avait rien de problématique dans sa déclaration. L'un des points, c'est que la militarisation du détroit d'Ormuz doit cesser. Et l'Iran n'a aucun problème avec ça. Et la guerre, tu sais, la principale raison pour laquelle ce détroit est militarisé, c'est à cause de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. Ce n'est pas l'Iran qui a décidé de militariser la région. Mais d'un autre côté, les États-Unis sont présents là-bas, ils participent à cette militarisation avec le blocus qu'ils imposent aux ports iraniens. Et le deuxième point, à mon avis très important, c'est qu'il n'a été fait aucune mention de ce nouveau mécanisme du détroit d'Ormuz que l'Iran a défini, le système de péage, et du fait que rien de tout cela n'a été évoqué dans ces déclarations. Ils ont simplement dit qu'il fallait ouvrir le détroit d'Ormuz. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et l'autre point, Alex, quand on parle de Taïwan,
on a vu le patron, le PDG de Nvidia, faire partie de la délégation américaine. À mon avis, ce ne sont pas de bons signes. Il n'est pas nécessaire de l'inclure dans la délégation des États-Unis, parce que quand on fait ça, ça veut dire que Taïwan fait partie des États-Unis. Or, Taïwan est proche de la Chine, c'est une partie de la Chine. Mais politiquement, économiquement, c'est davantage lié aux États-Unis qu'à la Chine. Ce ne sont vraiment pas de bons signes, selon moi. On a déjà vu ça, je me souviens lors de la rencontre en Alaska, à Anchorage, entre les deux présidents. Rien de concret n'en est sorti. Après 24 heures, tout le monde avait déjà oublié ce qui s'était passé. Alors selon vous, quand on parle de l'Iran, quand on parle de Taïwan, quels sont les signes que vous voyez? À mon avis, ça ne se passera pas sans affrontement. Ce que vous dites sur la composition des délégations de Trump n'inspire pas vraiment confiance. Vous avez raison là-dessus. Et ça montre qu'il existe, au sein de la société américaine, des intérêts puissants, avec une forte influence politique, qui veulent encore imposer leur propre vision à la Chine, en quelque sorte la forcer à se soumettre. Et je pense qu'ils ne renonceront pas facilement. On peut essayer de raisonner Trump. Et je ne sais pas. Peut-être qu'il comprend ce raisonnement et qu'il y a encore, dans son administration, des gens qui le comprennent aussi. Mais encore une fois, il y a d'autres intérêts qui voient les choses autrement. Et vous savez, ce sont des intérêts impériaux qui sont en réalité étrangers aux États-Unis. Ils ont, vous savez, peut-être des satellites et des agents aux États-Unis. Et beaucoup de ces PDG, eh bien, ils savent très bien de quel côté leur pain est beurré. Mais ça ne veut pas dire que tout ça va dans l'intérêt du peuple américain. Qui l'emporte, on le voit bien à travers les élections. Mais l'autre camp n'est plus naïf. Ils ont compris maintenant que Trump peut prendre des engagements, mais qui doivent quand même garder le doigt sur la gâchette, comme disent les Iraniens. Et je pense qu'en ce qui concerne Taïwan, les Chinois ont tiré des leçons très très précieuses des Iraniens sur la manière de se battre et de résister à cet hégémon impérial. Donc je ne vois pas le camp américain, ni le camp occidental, dire très bien, nous avons vu la lumière. On va simplement plier bagages, fermer nos bases militaires, rentrer chez nous, se concentrer peut-être, je sais pas, sur la réparation du pont de Baltimore, celui qui s'est effondré il y a 2 ans, et sur la remise en état de nos infrastructures, tout ça. Eux, ils garderont tous leurs atouts en place, parce qu'ils continueront, vous savez, à poursuivre leur objectif principal, et ça a été réaffirmé clairement aussi récemment qu'en 2019, sous la première administration Trump, à savoir maintenir et défendre la domination américaine sur le continent eurasien. Mais qui a formulé ça? Qui a défini cette politique étrangère? Ce n'est certainement pas le peuple américain. Je pense que ces intérêts-là restent dominants dans la politique étrangère des États-Unis. Ils ne lâcheront pas et ils n'abandonneront pas ces priorités. Donc, faire ses valises et laisser la Chine à la Chine, la mer de Chine méridionale à la Chine et le Moyen-Orient à l'Iran et à d'autres pays, c'est hors de question. Ils vont continuer à faire tout ce qu'ils peuvent pour maintenir le statu quo tel qu'il est. Mais je pense qu'ils sont sur une trajectoire accélérée vers la défaite et je ne vois pas cette situation se terminer avant qu'ils ne soient complètement vaincus. Ils ont déjà perdu l'Ukraine, ils ont perdu l'Iran. Ces conflits sont toujours en cours, bien sûr, mais je pense qu'il n'y a aucun moyen de renverser militairement ces défaites. Et je crois que c'est peut-être en partie pour ça qu'on voit apparaître une nouvelle pandémie, apparemment, parce que les choses vont commencer à se dégrader très vite.
Alex, je pense qu'il y a un problème fondamental avec les États-Unis. Tu sais, on pensait que l'administration Trump, avant d'arriver au pouvoir, allait changer certaines choses. Mais jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé. Et le problème fondamental, à mon avis, c'est le même que celui qui a conduit à la chute de l'Empire britannique. C'est le fait de s'étendre au point de ne plus pouvoir se gérer soi-même. La politique de l'Empire britannique, c'était de diviser pour régner. Et d'une certaine manière, on le voit très bien au Moyen-Orient. Regarde ce qui s'est passé là-bas. Tu as plein de petits États. Aucun n'est capable de se défendre seul. En fin de compte, ils font de l'argent pour l'Empire, pour le système impérial, mais ils ne peuvent ni en profiter, ni se protéger eux-mêmes. Souvenez-vous simplement que le budget de la défense de l'Arabie saoudite est environ 10 fois supérieur à celui de l'Iran. Ce n'est même pas comparable. Et pourtant, ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. On a vu ce qui s'est passé à Doha, au Qatar, comment Israël est allé bombarder Doha et est reparti sans être inquiété. Personne n'a réussi à toucher un seul de ces avions de chasse. Et ce qui s'est passé avec les États-Unis, je pense que ça figure dans la doctrine de Wolfowitz. La doctrine de Wolfowitz, c'est en quelque sorte l'essence ou le prolongement de l'Empire britannique. Dans cette doctrine, ils disent qu'il ne doit y avoir ni superpuissance, ni puissance régionale. Il faut combattre tout ce qui pourrait le devenir. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit en Ukraine ou aux États-Unis. Exactement. Et vous savez, le mystère dans tout ça, c'est que le peuple américain ne veut pas de ça. Il vote toujours contre. Depuis que je m'intéresse à la politique américaine, à part la deuxième élection de Bush 43, les Américains votent toujours pour le candidat anti-guerre. À chaque fois, c'est celui qui promet de mettre fin aux guerres à l'étranger qui gagne. Et pourtant, à chaque fois, il se retrouve avec encore plus de guerres. C'est un vrai mystère. Alors, clairement, cette manière de concevoir la politique, la doctrine Wolfowitz, et il ne faut pas oublier Michael Ledeen, qui disait que tous les quelques années, les États-Unis devraient choisir un petit pays minable et le jeter contre le mur pour que tout le monde comprenne qu'ils sont sérieux. Ces gens-là élaborent la politique étrangère. Et là, il faut se demander, pourquoi sont-ils aussi influents? Parce qu'en réalité, c'est un petit groupe fermé. Ils ne sont pas populaires auprès des Américains. Ils représentent une toute petite fraction de la classe politique américaine. Et pourtant, ils semblent avoir un pouvoir énorme, totalement disproportionné et un contrôle quasi total sur la politique étrangère des États-Unis. Et vous avez raison, pendant de longs mois, jusqu'au 28 février à peu près, on avait vraiment l'impression que Trump voulait engager une réorientation assez radicale de la politique étrangère américaine. C'était visible dans presque toutes ses déclarations. Le cas du Venezuela posait un peu problème. Et je dois dire que j'ai été un peu perplexe face au fait de renflouer Javier Milei en Argentine avec 40 milliards de dollars. Je n'ai pas vraiment compris de quoi il s'agissait, mais disons qu'il y a eu deux moments un peu suspects. Mais l'attaque contre l'Iran montre clairement que les forces prêtes à utiliser la puissance militaire, financière, diplomatique et politique des États-Unis au détriment du peuple américain, de l'économie américaine et de la société américaine restent dominantes. Et la correction de trajectoire de Trump, eh bien, c'était pratiquement un tour complet, à 360 degrés. Et maintenant, on retrouve la même chose, je pense. Je ne sais pas si la politique de Trump est pire que celle de George W. Bush il y a 20 ans. C'est à peu près pareil, juste un peu plus vulgaire encore. Et comment en est-on arrivé là? C'est le grand mystère que, selon moi, le peuple américain doit résoudre. Et à ce moment-là, il faut comprendre qu'on ne va pas arranger les choses simplement en votant.
Et vous n'allez pas pouvoir régler les choses à travers les structures légitimes des institutions, parce qu'elles ont toutes été truquées pour que ce soit impossible. Il faudra donc une approche plus autoritaire, un peu comme Abraham Lincoln, vous voyez. C'était il y a très longtemps, bien sûr. Mais, pendant la guerre de sécession, je crois qu'Abraham Lincoln a fait arrêter, emprisonner ou exécuter quelque chose comme 10 à 20 000 personnes. Et je parle de politiciens, d'universitaires, de juges, de généraux, et ainsi de suite. Tous ceux qui étaient loyaux à l'Empire britannique ont été éliminés. Et je me demande si quelque chose de ce genre ne sera pas à nouveau nécessaire pour restaurer la République américaine. Je pense que la raison pour Milley, c'est qu'il était très proche d'Israël, de Milikovski et de Netanyahou. C'est la même chose. Exactement. Exactement. Je ne voulais pas le dire, mais puisque vous l'avez fait. Parce que Donald Trump adore tout ce que dit Netanyahou. Alex, Netanyahou a déclaré dans son interview récente à l'émission 60 minutes que nous étions à quelques mois de la fin de la guerre contre l'Iran. Comment vois-tu la situation actuelle de cette guerre et l'influence qu'elle a eue jusqu'à présent sur l'économie mondiale? Parce qu'il faut le reconnaître, cette guerre n'a rien à voir avec l'Irak, l'Afghanistan ou même, je dirais, le Vietnam. Ces conflits-là n'avaient pas d'impact direct sur l'économie mondiale. Et dans le cas du Vietnam, on connaît les pertes humaines. Et dans le cas de l'Irak et de l'Afghanistan, ça a été une défaite politique pour les États-Unis. Ils sont restés sur place. Ils n'ont pas pu faire autrement. Mais là, pour la première fois, à mon avis, les États-Unis sont en train de perdre physiquement la guerre. Ce n'est pas seulement une question de décision politique de l'administration Trump. En réalité, ils n'ont plus les bombes, ils n'ont plus les intercepteurs, ils n'ont plus les radars. Ils n'ont pas remplacé les radars que l'Iran a détruits jusqu'à présent. Alors que l'Iran, lui, a reconstitué son arsenal à 120% de ce qu'il avait avant le début de cette guerre. Voilà la réalité de ce qui se passe. Oui, exactement. Mais rien de tout ça n'est surprenant, Nima. C'est ça, l'avantage de jouer à domicile. C'est ce que veut dire avoir la supériorité dans l'escalade, dans la région. Tu sais, pour ceux qui pensent que la guerre, c'est comme un jeu vidéo, mener une guerre à plus de 10 000 km de chez soi, c'est extrêmement difficile. Il faut tout acheminer par bateau. Il faut compter sur ses alliés et ses partenaires. Eux-mêmes se font malmener, ils sont épuisés, leurs économies se déstabilisent et leur propre gouvernement pourrait tomber dans un avenir proche. Donc tu vois, ça ne pouvait marcher qu'à très court terme. Ce qu'ils avaient prévu, ce qu'ils espéraient, c'était, tu sais, 3 ou 4 jours et boum, on change le régime, on en installe un nouveau, le Shah ou un autre, on déclare la victoire et on domine. Le pays est à nous. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, évidemment, tout ce qui suit, c'est un processus lent où l'attaquant devient de plus en plus faible, tandis que le défenseur devient de plus en plus fort. Et non seulement ça, mais l'attaquant perd peu à peu confiance, alors que le défenseur en gagne de plus en plus. On le voit très bien dans la façon dont les Iraniens négocient. Leur position se durcit de plus en plus. Et plus le temps passe, plus cela va coûter cher aux États-Unis, à l'administration Trump, s'ils veulent se retirer de cette situation. À moins peut-être qu'avec une médiation chinoise ou russe, ils trouvent une issue qui leur permette de sauver la face. Mais même dans ce cas, ça leur coûtera quelque chose. Je pense qu'ils devront faire des concessions à la Russie et à la Chine. Donc quoi qu'il arrive, je crois que c'est le début de la fin de la domination occidentale en Asie occidentale, mais aussi sur l'ensemble du continent eurasiatique. Voici exactement ce que Scott Paulson vient de dire il y a quelques instants, Alex.
en tenant compte de la situation avec l'Iran. C'est clairement dans leur intérêt de rouvrir le détroit. Et je pense qu'ils vont travailler avec l'Iran en coulisses, dans la mesure où quelqu'un peut encore avoir une influence sur la direction iranienne. Le vrai problème, Joe, comme tu le sais, c'est que nous n'avons pas changé le régime, mais que le régime, lui, a changé. Plusieurs niveaux de direction ont été décapités. Et là-bas, c'est devenu très difficile, ne serait-ce que pour faire passer un message à quelqu'un qui soit en mesure d'agir ou de parler, de parvenir à un accord global et de s'exprimer au nom de la direction iranienne. Que pensez-vous de ce genre de changement de régime? Parce que la question du changement de régime revient sans cesse dans la rhétorique des États-Unis et du gouvernement américain. Quand on parle de changement de régime, il faut avoir quelque chose, une base, un fondement pour soutenir son argument. Mais moi, je ne vois rien de tout ce dont ils parlent. En réalité, ils essayent surtout de sauver la face de Donald Trump. Oui, je pense que c'est tout à fait ça. À mon avis, ils sont en train de créer une réalité parallèle dans leur récit, et ils le font, je crois, pour leur public intérieur, afin de garder un certain soutien politique chez eux. Tout le reste du monde voit bien ce que c'est. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Mais, vous savez, ce que je dirais à propos de Scott Balson et aussi de Netanyahou, c'est que, dans l'interview sur 60 minutes la semaine dernière, ils continuent à défendre leur version des faits, et ils savent très bien comment s'exprimer. Cela dit, j'ai le sentiment, rien qu'en observant leur langage corporel, qu'ils ne paraissent pas du tout sûrs d'eux. Et quand on a l'habitude d'écouter Benjamin Netanyahou, on sait qu'il est d'ordinaire très arrogant, sûr de lui, presque suffisant. Il n'était pas du tout comme ça pendant l'interview à 60 minutes. Et puis tu vois, il parlait de ses fantasmes du genre. On entre en Iran et on prend l'uranium. D'accord, mais comment? Qui va faire ça? Ils ont déjà essayé, non? Et ça ne s'est pas très bien passé. Donc je pense qu'ils ont tous compris que c'est fini, que la bataille est perdue. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de repousser l'échéance le plus loin possible et d'espérer un miracle pour les sauver. Et Trump, lui, il doit essayer de gagner les élections de mi-mandat. Et je dois dire que je me demande vraiment si, en regardant à nouveau les élections de Thomas Massie, le système ne manipule pas régulièrement les scrutins. Et apparemment, ils sont plutôt doués pour ça. Et je me demande si Trump n'a pas été convaincu d'attaquer l'Iran en lui disant « Écoute, fais ça pour nous, et on s'occupe des élections de mi-mandat pour toi. On va faire en sorte que tous tes candidats gagnent. » Je me demande si ce n'était pas ça, le marché, qui sait. Mais j'ai un peu suivi la réélection de Thomas Massie, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à creuser là-dedans. Parce que je te garantis que cette inversion où un candidat populaire devient soudain impopulaire et l'impopulaire devient populaire, ça n'existe pas. Ça n'arrive pas dans une société. C'est entièrement fabriqué. Ce n'est pas seulement à propos de Massie, Alex. Non, Massie n'est qu'un test révélateur de la façon dont le système a fonctionné. Et ce test montre clairement qu'il y a eu manipulation. Gorka, le type qui est en Hongrie. Nadejam Britsnik. Exactement. Il s'en prend à Tucker Carlson. Oui, je l'ai vu. En ce moment, il dit que Tucker Carlson, on doit le réévaluer, le reconsidérer, ainsi que les idées qu'il essaie d'imposer aux États-Unis. En gros, ce qui veut dire,
c'est qu'ils considèrent Tucker Carlson comme un agent étranger sur le sol américain. Quelqu'un qui agit parce qu'on le voit comme un ennemi, pas seulement du côté de l'Iran, mais aussi du côté de la Russie. Ils le perçoivent littéralement comme un ennemi du système. Oui, Je ne sais pas à quel point Donald Trump ou cette administration vont devenir suicidaires dans les mois à venir. Mais s'ils continuent dans cette direction, ce sera la fin de tout. Oui, c'est un moment vraiment, vraiment dangereux, tu sais. Et je pense que les choses pourraient devenir très laides, parce qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'Israël n'est pas seulement la patrie du peuple juif. Israël, c'est le produit du projet sioniste. Et ce projet sioniste est bien plus vaste qu'Israël. Il a contaminé la plupart des nations occidentales. Et tout le monde commence à mettre en place des lois sur les discours de haine. Elles ne visent personne d'autre que, tu vois, les antisémites. Et ils ont tellement élargi la définition de l'antisémitisme que si tu critiques Benjamin Netanyahou, tu es antisémite. Si tu critiques un génocide, tu es tu es antisémite. Si tu dis s'il vous plaît arrêtez de tuer des enfants, tu es antisémite. Et ensuite, ils disent « Oh mon Dieu, regardez, les incidents antisémites explosent. Il faut encore plus de censure. » Et puis, si des gens osent encore dire ce qu'ils pensent de tout ça, eh bien on les traite d'antisémites, de terroristes intérieurs, d'ennemis de l'État, et ainsi de suite. Tout ce processus, petit à petit, nous pousse vers une forme de totalitarisme. Et je pense que, je ne sais pas, en Europe, c'est très visible. Aux États-Unis, c'est un peu différent, parce que la démocratie américaine, ce qu'il en reste, est quand même beaucoup plus solide. Il y a le niveau fédéral, puis le niveau des États. Les citoyens élisent leurs représentants et leurs sénateurs au niveau de leur État, et ils élisent aussi leurs shérifs, leurs responsables de l'application de la loi. Ils ont le deuxième amendement, ils ont le premier amendement. Ces principes sont clairs, ils sont inscrits noir sur blanc, et les gens sont prêts à les défendre, prêts à défier toute autorité qui chercherait à restreindre leurs droits. Plus l'élite impériale pousse, des gens comme Sébastien Gorka, Larry Ellison et tous les autres, plus le peuple américain réagit. On peut gagner un certain nombre de batailles, mais on ne peut pas gagner contre le peuple. Aucune structure de pouvoir ne peut complètement soumettre le peuple, surtout s'il est armé. Ce n'est pas un détail, et c'est sans doute pour ça qu'ils ont tellement voulu en finir avec le deuxième amendement et désarmer les Américains, comme ils l'ont fait avec les Britanniques, les Australiens et d'autres encore. Mais je ne vois pas ça réussir aux États-Unis. Et donc, si ce conflit continue de s'intensifier et que personne ne veut reculer, à un moment donné, ça pourrait bien tourner à la guerre civile. Alex, on sait bien ce qui se passe entre l'Iran et les Émirats arabes unis. En gros, il y a beaucoup de tensions entre eux. Et imagine un peu ce qu'Israël a annoncé hier. Le Premier ministre israélien, en pleine guerre, serait allé secrètement aux Émirats et aurait rencontré MBZ. C'est ce qu'ils ont déclaré. Franchement, je ne vois pas pourquoi c'était nécessaire, parce qu'à mes yeux, on dirait qu'ils essaient de jeter les Émirats sous le bus. Ils veulent rendre la situation, le chaos, encore plus grand dans la région. Et d'ailleurs, les Émirats ont ensuite officiellement démenti la déclaration du Premier ministre israélien. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer pour les deux pays, mais on dirait qu'Israël est prêt à tout sacrifier pour que le chaos s'étende encore et encore dans la région. Parce qu'ils ne veulent pas que la région retrouve un peu de raison, qu'il y ait des négociations ou même une réflexion. Alors on entretient ces cycles de chaos dans la région, et on sait que l'Iran était au courant.
C'est pour ça que les Émirats arabes unis ont été frappés plus durement que n'importe quel autre pays de la région. Ils ont été touchés plus que ne l'a été Israël par les missiles iraniens. Oui, c'est ça. Il me semble que les Émirats arabes unis sont devenus le plus fervent allié d'Israël dans la région. Et vous savez, les Émirats n'ont pas seulement attaqué l'Iran. Même avant le début de la guerre contre l'Iran, ils étaient déjà sur une trajectoire de confrontation avec l'Arabie saoudite, en gros au nom d'Israël. Parce qu'ils ont soutenu le Sud-Yémen, ils ont soutenu le Somaliland, ils ont été très actifs au Soudan, d'une manière qui est tout simplement atroce. Et tout cela, ils l'ont fait en coopération avec Israël et surtout pour le bénéfice d'Israël. Donc je pense qu'en ce moment, les Émirats arabes unis sont très importants pour Israël comme un instrument dans le voisinage de l'Arabie saoudite, de l'Iran, d'Oman et des autres pays de la région. C'est pour ça qu'Israël, même en étant engagé dans des guerres sur 6 ou 7 fronts, a quand même envoyé ses spécialistes de la défense aérienne et des soldats israéliens aux Émirats arabes unis pour les défendre. Ils ont même envoyé certaines de leurs batteries du dôme de fer et je crois du système Fronde de David avec les équipes pour les faire fonctionner. Mais apparemment, ça n'a pas beaucoup aidé. Cela montre pourtant que l'alliance est bien réelle. Et le fait que les Émirats le nient aujourd'hui prouve à quel point c'est impopulaire et controversé, parce que personne n'était censé être au courant. Je pense donc que les Émirats arabes unis ont probablement dépassé leur date de péremption, tout comme Israël. Et je crois que les Émirats seront très probablement réintégrés à Oman et qu'Israël devra être complètement transformé, peut-être même jusqu'à changer de nom. Et ce ne sera pas un État juif fondé sur une suprématie ethnique. Ce sera sans doute un pays normal, avec 3 peuples constitutifs, totalement égaux devant la loi, les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Je n'ai aucune idée du moment où cela pourrait arriver, mais je pense que le 28 février a marqué un tournant, à partir duquel tout s'accélère. Et je crois que même si en ce moment on a l'impression que le conflit entre les États-Unis, la Russie et l'Iran est dans une impasse, que personne ne veut reculer, il faut se rappeler que l'Iran, lui, est chez lui. Ils sont endurcis face aux sanctions et aux crises économiques. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Et donc, la pression sur l'administration Trump continue d'augmenter, même sans combat, parce que le prix du pétrole monte. Aujourd'hui, le baril de pétrole brut West Texas Intermediate se négocie à $100. Il y a une semaine, il était à 4,22. Les prix des denrées alimentaires commencent à s'envoler. Hier, le blé a atteint la limite haute, ce qui veut dire qu'ils ont dû suspendre les échanges, tellement la hausse était forte. Les prix du riz montent, ceux du soja, du maïs, tout augmente. L'or et l'argent montent aussi. Le cuivre vient de battre son record historique cette semaine. Donc tout ça exerce une pression inflationniste sur les économies occidentales, y compris les États-Unis. Et vous savez, Trump, tout ça va retomber sur lui. Il va être tenu pour responsable, alors qu'on se rapproche des élections de mi-mandat. Donc ce soi-disant statu quo n'en est pas un. Les États-Unis sont en train de se faire littéralement malmener. Ils vont devoir réagir. La situation au Japon est tellement grave que le Premier ministre japonais a appelé le président iranien pour lui demander de laisser passer l'un de ses pétroliers par le détroit d'Ormuz. Je pense que, dans le cas du Japon et de la Corée du Sud, on sait bien que le Japon est l'allié des États-Unis en Asie. Et quand un pays comme le Japon doit parler directement avec les Iraniens, ça montre, à mon avis, la voie à suivre pour beaucoup d'autres nations. Elles doivent communiquer avec l'Iran si elles versaient cette période de turbulence.
Exactly. This is the beginning of the Exactement. collapse of these C'est le alliances. début de l'effondrement de ces alliances. Vous savez, personne ne peut résister à ça. La pression politique et économique est énorme, pas seulement sur les États-Unis, mais sur tous les pays de l'Alliance occidentale. Je pense que, les uns après les autres, ils vont devoir céder. Ils vont devoir trouver leur propre voie. Et on voit même des évolutions similaires en Europe, où tout à coup, certains des plus grands russophobes disent qu'il va falloir négocier avec la Russie. Speaking, we're going to have to negotiate with Russia. Oui, Je pense que c'est ça l'avenir, Alex, pour l'Europe. Il n'y a aucun moyen pour l'Europe de survivre sans la Russie. That is true, Nima, but again, we're not dealing with rational. C'est vrai, Nima. Mais encore une fois, tu sais, on n'a pas affaire à des gens rationnels. Et on n'a pas affaire à des dirigeants qui se soucient du bien-être de leurs citoyens. Sinon, les Allemands ne démantèleraient pas toutes leurs centrales nucléaires. Ils ne fermeraient pas toutes leurs centrales à charbon. Ils chercheraient à savoir qui a détruit leur gazoduc vers la Russie, parce qu'ils sont sur le point de perdre environ 500 000 d'emplois dans l'industrie. Ils sont en récession depuis 2 ans, sans interruption. C'est terrible. Franchement, détruire l'une des principales économies du monde à ce point-là, ce n'est même pas facile à faire. Tu vois, même si tu mettais un asile de fous à la tête d'un pays en leur disant de tout détruire, ce ne serait pas si simple. And told them destroy everything. It wouldn't be easy, like these systems are robust. They have a certain resistance. Vous savez, ces systèmes sont solides. Ils ont une certaine résistance au changement. Les résultats des gouvernements Merkel, Scholz et Friedrich Merz sont tout simplement stupéfiants. C'est cataclysmique. Et tout continue à aller dans la même direction. Alors, pas étonnant que l'AfD soit aujourd'hui le parti le plus populaire en Allemagne. Et ça veut dire que soit on a un changement de régime, ou disons un changement de gouvernement en Allemagne, soit on se dirige vers une guerre civile. Même chose en Grande-Bretagne. Même chose en France. Donc oui, les choses s'échauffent vraiment. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit une coïncidence si tout à coup on nous parle d'un nouveau virus. Tout à coup, un virus qui avait très peu de chances de se propager se met soudainement à se répandre partout. It's extremely unlikely to spread, but suddenly it's spreading everywhere. Oui, j'en ai vraiment marre, tu sais. J'ai pas envie de revenir à 2019. Oh, nobody does. They're desperate. Oh, personne ne le fait. Ils en ont désespérément besoin. Vraiment, ils en ont un besoin urgent. Mais on verra bien, vous savez. En 2019, personne n'était prêt. Personne n'était prêt à envisager la possibilité que leurs médias, leur gouvernement, leurs responsables de la santé publique et toute la bureaucratie d'État puissent participer à une supercherie d'une telle ampleur. Et pourtant, c'est arrivé. Je pense que le résultat, c'est que beaucoup de gens ont commencé à réfléchir et beaucoup ont cessé de croire. Et maintenant, on le voit bien, si vous regardez les médias traditionnels, ils prennent cette histoire de hantavirus très au sérieux. Ils sont vraiment très sérieux. Ils disent « Oh, il y a tellement de cas, et puis ça, et les masques, et oh, est-ce que ça va être effrayant? C'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait? » Mais si on regarde sur les réseaux sociaux, les commentaires des gens ordinaires, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui y croit vraiment. Alors, comment ils vont faire? Tous ces systèmes reposent sur le fait que les gens obéissent. Si les gens ne suivent pas, comment tu fais pour que ça marche? Je ne sais pas. Mais le simple fait qu'ils essayent montre à quel point ils sont vraiment, vraiment désespérés. Oui, exactement. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Toujours un plaisir, Nima. À la prochaine. À très bientôt. Au revoir. Prends soin de toi. Take care.